emprisonné dans ma cellule, les bras qui étaient bien serrés contre les côtes, les mains que je sentais pouvoir déposer chaque bout de mes doigts contre mes côtes, alors que je sentais pouvoir déposer mes ongles retroussés à l'intérieur des paumes de mes mains, pouvoir les faire passer contre mes côtes, que je sentais à travers le tissu épais et blanc de la camisole de force. La muselière en cuir que j'avais juste au-dessus de ma bouche, m'empêchant de parler et de dire quoi que ce soit, me serrait très fort comme un mort sur un cheval, me serrait très fort comme un mort sur un cheval, le côté des lèvres. J'avais l'impression et je tirais dessus, je m'appuyais contre les murs pour me donner l'impression du sourire de l'ange, une fine entaille qui s'enfonçait de plus en plus, qui s'enfonçait et s'enfonçait encore dans la chair de la joue. J'étais presque déformé par ce mort. J'étais presque déformé par ce mort qui venait rentrer dans ma bouche, mes dents que de temps en temps je faisais claquer et que je forçais encore à frapper contre le métal du mort. Mes dents finissaient par céder, se fissurer, et mes dents, sur le mort, apparaissaient des griffures sur le mort dans ma bouche. À force de frapper et de frapper, le cristal formant mes dents, le cristal qui forme mes dents, a fini par céder et casser, ne formant plus que des petites pointes, 35 petites pointes, si on compte les dents de l'arrière. Alors que mes dents étaient cassées, que le cristal s'était fissuré en de petites pointes, mes dents qui maintenant ressemblaient toutes à des canines, je ne ressemblais plus à un humain. Enfin, tant que je ne souriais pas, je ressemblais à un humain. Mais si j'ouvrais la bouche grand et que l'on venait m'examiner la bouche, j'avais de quoi me défendre. Si je refermais très vite ma bouche sur les mains du dentiste de l'hôpital. Je ressentais parfois des envies cannibales à me mordre la langue et à pouvoir goûter mon propre sang. Ou alors à passer mes dents d'au-dessus, juste au-dessus de ma lèvre, d'en dessous, ma lèvre inférieure, pour pouvoir me blesser volontairement, ramener mes dents vers l'intérieur et créer des entailles le long de mes lèvres. Sentant le goût de la chair et le goût de la peau, j'ai commencé à apprivoiser une nature cannibale envers moi-même. Je me mordais, je me saignais comme un porc, et je commençais à apprivoiser mes lèvres, ma langue. Je commençais à apprivoiser l'intérieur de ma bouche, que je saignais tel un porc que je pouvais accrocher à un crochet. Et je goûtais mon sang comme une boisson délicieuse que je pouvais siroter, boire au soleil. Mais ici, enfermé, c'était une boisson démoniaque. C'était une boisson démoniaque à base de pathologies psychologiques comme la psychopathie ou alors encore le trouble de la personnalité multiple. Comme le trouble de la personnalité multiple, parfois je me prenais pour un autre et je dévorais cet autre, mais ça restait toujours moi. À travers cette boisson démoniaque qui se renforçait par mes troubles de la personnalité et par mon envie de psychopathe, de toujours vouloir me faire du mal de plus en plus à moi-même, une envie meurtrière où je devenais ma propre victime et où j'étais mon propre psychopathe. J'étais cette propre personne qui attachait quelqu'un contre un mur et qui se servait d'elle.
Je tuais comme par, je tuais comme par envie, comme un enfant qui aurait envie, comme un enfant qui aurait tout simplement envie de jouer avec ses jouets, avec ses petites voitures dans sa chambre, de les faire rouler sur le sol afin d'en faire un bruit impossible pour ses parents qui viennent ouvrir la porte et lui demander d'arrêter sous la lumière du jour. Moi, sous les réverbères clignotants et blancs de l'hôpital, j'étais en train de jouer avec mes lèvres, tel un jouet d'enfant. Et je me mordais, et je buvais mon sang, tel le vin que l'on buvait à la messe. Un soir, les poupées que je collectionnais, des bras d'enfants, des bras de femmes désarticulées, dont j'avais retiré l'articulation du poignet et l'articulation du membre, des bras désarticulés, posés et attachés sur une poupée. Je me précipitais vers mes poupées, et j'utilisais du fil, du câble, que j'arrachais des murs, des câbles électriques. Mes doigts étaient brûlés. Mes doigts étaient brûlés à vif, pas par le feu, pas par le feu comme si les ongles étaient tombés et que des tissus de peau avaient pris le dessus, mais brûlés comme carbonisés, comme du charbon, au bout de mes doigts. Je récupérais les câbles qui passaient à l'intérieur des murs, donnant ainsi assez de puissance au réverbère au-dessus de moi, même celui qui était clignotant et qui ne fonctionnait plus très bien. J'arrachais les câbles de son côté, jusqu'à ce qu'un jour ils s'éteignent complètement. J'arrachais les câbles et je rafistolais mes poupées. Je rafistolais mes poupées, encore avec ces mini-câbles électriques. Je serrais très fort, et quand je recevais une décharge, cela me brûlait le bout des doigts. Et un jour, j'ai entendu grésiller à côté de moi, là où il y avait cette lumière blanche qui grésillait, qui ne fonctionnait plus très bien, que j'avais complètement éteinte à force d'arracher les câbles. Elle grésillait encore, mais elle était éteinte. Sortant de là, j'ai vu sortir de la pénombre un pied posé sur le sol. Il était pâle, les ongles étaient longs, des veines sinueuses, noires, le long des os, rejoignaient le haut du pied, le bas du tibia. Et un deuxième pied était paru. Et puis ensuite, une respiration. Et ensuite, toute une femme marchant calmement le long de la marchant calmement le long de ma chambre, des murs capitonnés. J'entendais crisser sa main, comme sur du métal ou comme sur de la porcelaine. Elle m'a regardé, dévoilant son visage, tirant ses cheveux comme un rideau rouge. Elle m'a regardé. Son visage était un masque de porcelaine lisse, avec des joues bien marquées et des fossettes creusées. Des lèvres qui ne bougeaient pas, mais un langage, un vocabulaire que je pouvais entendre, des mots très distincts, qui ne voulaient pas forcément dire quelque chose, mais des mots l'un à la suite de l'autre. Elle me parlait, me regardait, m'accusait, me jugeait, et moi je restais là. J'observais cette femme, je savais qu'elle me voulait quelque chose, mais j'ignorais encore quoi. Avec son visage pâle en porcelaine, qui ne bougeait pas au fil du temps, et même au fil de ses actions, son visage ne bougeait pas, mais je devais comprendre ce qu'elle me voulait réellement. Sa longue robe à traînes blanches cachèrent ses pieds, que je pus apercevoir parfois, mais seulement dans l'obscurité. Ses ongles grincèrent contre le caoutchouc de la chambre capitonnée, et je sentais une puissance, une force, sa main qui appuyait dans le caoutchouc, presque laissant une griffe derrière. Et cette puissance et résistance contre le caoutchouc, avec la griffe qu'elle faisait, était horrible comme bruit à supporter. Mais elles restèrent là, latentes, à tourner autour de moi, comme si j'avais commis une faute horrible. Mais j'avais commis une faute horrible. Mes poupées
en était la preuve, si je peux dire vivante, car elle contenait une part de vie de mes victimes, un bras, un nez, une moitié de visage, et à l'intérieur, un liquide qui enfermait toute la victime à l'intérieur de la poupée. Liquide que j'avais enfermé, liquide de conservation, et cette femme continuait à tourner autour de moi. Autour de moi, elle continuait à tourner, et elle me regardait. Avec un regard presque précieux, venant d'elle, ce regard était toujours le même, et me fixait, des yeux noirs renfoncés dans le masque de porcelaine, qui me disaient que j'avais commis une faute, et qu'il fallait que je m'absoue de mes péchés. Mais je ne croyais ni en Dieu, ni en une forme de rédemption. Je croyais juste en le mal. Et elle était là. Même si j'avais trouvé pourquoi elle était là, je ne faisais que la supporter, l'observer. Je l'observais comme un passager, alors que elle me regardait comme une faute.